Bonjour, merci d'être venu. C'est un sujet très spécifique, très pointu, donc j'espère que vous allez apprécier. Je vais parler des QACs, les Qualified Web Authentication Certificate. Bon, il y a l'acronyme qui est un peu détaillé un peu plus après. Donc, comme déjà présenté, je m'appelle Imada du Centre de la confiance numérique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. À chaque fois que je fais ce slide, j'ai un peu de la peine à cacher la belle vue avec le titre. Donc, c'est ça le reste de la belle vue peut-être. Comme ça, vous appréciez, c'est un endroit magnifique. Si vous ne connaissez pas, c'est la peine de visiter. Bon, ça c'est la séance tourisme. En termes de présentation, on va parler tout d'abord pour mettre tout le monde sur la même page à propos des communications cryptées. Et puis on va passer au certificat, au QUACS, qui est le sujet principal de cette présentation. Et puis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien avec ces QUACS. Et puis on passe aux conclusions. N'hésitez pas à m'interrompre, on n'est pas trop nombreux, donc je ne vais pas être dérangé si vous interrompez. Donc, tout d'abord, les communications cryptées, pour que tout le monde soit sur la même page. Ah, tout d'abord, est-ce que tout le monde comprend le français? OK. Les communications cryptées. Tout d'abord, pourquoi on a besoin de communications cryptées? Quand on communique, donc imaginez que vous communiquez avec votre banque. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? En sécurité, il y a l'acronyme CIA, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authentification et puis la non-repudiation. C'est quoi non-repudiation en France? Ce n'est pas possible de nier que j'ai signé un certain document. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir ces propriétés, ces buts-là? Comment est-ce qu'on peut les avoir? Imaginez que je communique avec ma banque. Mais avant d'entrer dans le scénario banque, on va parler de l'encryption, du cryptage. Imaginez qu'il y a le monsieur qui est là-bas à gauche qui veut communiquer avec la dame à droite. Il va passer par des Wi-Fi, par des opérateurs, il va passer n'importe où dans l'Internet pour passer à l'opérateur, à un autre Wi-Fi ou bien le réseau cellulaire pour arriver chez la dame. Et là, il y a un souci, c'est que un attaqueur qui est basé n'importe où, ça peut être Starbucks Café, ici, l'administrateur du réseau qui est assez curieux, il peut déjà écouter ce qui se passe avec ses communications, n'est-ce pas? Ça peut être chez Orange, un administrateur qui est assez curieux, qu'est-ce qui se passe avec cette communication, il peut regarder dedans. Ou bien n'importe quel attaqueur qui est sur le passage depuis le monsieur jusqu'à la dame. Donc, ça ne peut pas passer comme ça. Si c'est des coucou, oui, comment ça va, oui, ça marche, mais si c'est des transactions bancaires, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de crypter les communications. Pour bien imaginer, c'est quoi le cryptage? Ce message que je vais envoyer du monsieur à la dame, je vais le mettre dans un coffre-fort. Je mets le mot de passe pour le coffre-fort et puis j'envoie le tout sur l'Internet. Peu importe l'attaqueur, il est placé où, il va avoir un coffre-fort avec un message dedans. Il ne va pas savoir ce qu'il y a, le message qu'il y a dedans. Il va pouvoir savoir qu'il y a un monsieur qui communique avec une certaine dame ici, sans rien de plus, n'est-ce pas? Mais, pour que ça marche, bon, ça s'appelle le cryptage symétrique, car c'est avec le même code qu'on bloque le coffre-fort et avec le même code, on l'ouvre, n'est-ce pas? Il y a un petit souci ici, c'est que il faut que le monsieur et la dame se mettent d'accord à la clé. Cette clé secrète. Donc, il faut qu'il l'appelle, par exemple, par téléphone. Hey, salut, ben, je t'ai envoyé un fichier zip qui est crypté avec la clé XYZ. Ou bien qu'il envoie sur un autre canal cette clé de cryptage. Bon, ça marche si c'est une communication one-to-one. Mais vous imaginez, par exemple, il y a tous les clients d'une certaine banque. Là, ça ne peut pas fonctionner avec des clés symétriques, n'est-ce pas? Car la banque ne va pas appeler tous les clients. Oui, voilà une clé pour crypter la communication pour chaque client différemment. Donc, c'est pour cela qu'il y a la cryptographie asymétrique.
La cryptographie asymétrique, l'analogie, c'est comme un cadenas et une clé. Donc, ce cadenas, la banque peut l'envoyer à tout le monde. C'est le même cadenas qu'il envoie à tous les clients de cette banque. Ils peuvent mettre un coffre-fort et mettre le cadenas. Il n'y a que la banque qui peut ouvrir ce cadenas avec la clé qui correspond à ce cadenas. Donc ça, on l'appelle clé publique, mais bon, c'est un cadenas. Okay? Et ici, il y a la clé privée qui n'est que pour la banque. Okay? Et comme ça peut être plusieurs clients qui utilisent ce cadenas public pour envoyer leurs messages, pour communiquer. Ce n'est pas d'envoyer seulement des messages, c'est pour communiquer en toute sécurité avec leur banque. Dès que le message ou la communication atteigne la banque, avec la clé privée, il peut ouvrir le cadenas et voir ce qu'il y a comme le message. Donc, comme vous voyez, il y a la cryptographie symétrique pour des one-to-one communication, mais il y a le problème de se convenir à une clé secrète. Et là, c'est très pratique. Donc, la banque peut mettre la clé publique sur sa page web. Ça peut être accessible pour tout le monde. C'est comme si je distribuais à tout ce forum-là des cadenas. Ils peuvent mettre leur message dans des boîtes, ils me l'envoient. Il n'y a que moi qui a cette clé pour tous ces cadenas. Super. Où est-ce qu'on utilise ça? C'est tout le monde qui l'utilise. Par exemple, dès que je vais dans une page web, HTTPS, c'est les communications. C'est les communications sécurisées qui utilisent tous des clés publiques et privées. Dès que je vais chez Google, même chez Google, ma communication, elle est cryptée, car j'utilise HTTPS. Donc, il y a un attaqueur qui est sur le chemin, il ne va pas savoir ce qui se passe entre moi et Google, ce qui se passe entre moi et ma banque. Donc, les transactions, ce n'est pas visible, c'est juste la banque qui va voir les transactions. Super. Donc, le concept de clé publique, clé privée, est-ce que c'est utile ailleurs? Oui. Donc, ici, il y a le client de la banque qui va utiliser la clé publique de la banque pour envoyer des messages cryptés ou bien une communication cryptée avec la banque. Voilà. La banque va décrypter avec sa clé privée. Ça va me fournir la confidentialité et l'intégrité de la communication. Ça ne va pas fournir la availability. Donc, availability, si quelqu'un casse le serveur, il est cassé, ça n'a rien à voir avec la cryptographie. Donc, il n'y a personne sur le chemin qui va pouvoir intercepter cette communication. Il y a la confidentiality. Et integrity, c'est que s'il y a un attaqueur ici qui va changer, la transaction, elle est de 5 000 francs, il va ajouter un zéro. Bon, l'intégrité ici, elle va être cassée, elle va être détectée grâce au mécanisme clé publique, clé privée. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est la signature. En utilisant les clés publiques et les clés privées, la banque va pouvoir donner un document signé avec la clé privée de cette banque et passer ce document. Allez, voilà. Elle va passer ça au client. C'est un document signé digitalement, numériquement, signé par la banque. Et la banque ne peut pas nier « non, je ne l'ai pas signé », car c'est seulement la banque qui a cette clé privée. Okay? Et seulement la banque peut envoyer de tels documents et c'est vérifiable avec la clé publique de la banque. Super. Est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres problèmes ou bien ça va résoudre tous les problèmes du monde? Bon, il y a d'autres problèmes, n'est-ce pas? Je vais le décrire dans quelques secondes. On va passer aux certificats. Les certificats résolvent quel problème exactement? Je vais l'expliquer. Voilà. Donc, on va regarder le problème du client qui communique avec sa banque. On a dit qu'il y avait la clé publique de la banque, qui est le cadenas, accessible à tout le monde, et puis la clé privée, qui est ici, et le client peut communiquer en toute sécurité. Tout va bien, so far so good, n'est-ce pas? Mais
il y a un autre scénario, c'est que vous imaginez, il y a l'opérateur ici, il y a un certain administrateur, un certain ingénieur qui est un peu trop curieux ou bien un peu malicieux. Donc, dès qu'il y a la communication du client avec la banque, lui, il va intercepter cette communication. Elle n'est pas encore cryptée. Okay? Il va lui donner l'illusion qu'il communique avec la banque. Donc, le client ici, il va croire qu'il communique directement avec la banque et que cette clé, elle est ici. Mais non, ce client, il est en train de communiquer avec le hacker. Okay? Et le hacker va répéter la même communication entre lui-même et la banque. La banque croit qu'elle est en train de communiquer avec le client croit qu'il est en train de communiquer en sécurité avec la banque, mais ils sont tous les deux hackés. Okay? Donc, cet attaqueur-là, il peut pas seulement intercepter la communication, il peut même changer les transactions. N'est-ce pas? Donc, s'il arrive à s'insérer ici, c'est bien pour lui. Alors, le mécanisme pour contrer ce type d'attaque, c'est quoi? C'est les certificats. Les certificats, ça sert à quoi? Il y a par exemple des entreprises comme VeriSign. Mon navigateur, donc si je suis sur Safari, sur Internet Explorer, sur Chrome ou peu importe, il va vérifier avec l'aide de VeriSign, avec cette autorité ici, si cette clé, elle appartient vraiment à la banque ou pas. Si elle appartient à la banque, tout va bien. Et là, peut-être vous avez vu ces fenêtres-là, je peux vérifier les certificats d'un certain site web. Okay? Donc, si ça s'affiche que c'est bon, c'est qu'on est dans le premier scénario, tout va bien, les communications sont cryptées. Mais parfois, il y a aussi le navigateur qui me dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette communication, il y a le certificat qui n'est pas valide. Bon, il y a plusieurs raisons pour que les certificats ne soient pas valides. Parfois, c'est périmé, tout simplement. Mais parfois, il va notifier que, écoutez, ça peut être un man in the middle, quelqu'un qui intercepte la communication. Donc, c'est ça la bonne valeur des certificats. Il va me dire que cette clé est effectivement pour la banque. Et cette clé n'est pas pour la banque. Il va m'avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Super. Donc, les certificats, un petit résumé. Les certificats, ils disent quoi? Si je me connecte à un serveur X, le certificat va me dire que cette clé publique, elle est vraiment pour le serveur X. Ça ne peut pas être pour que ce n'est pas un intermédiaire qui est en train d'intercepter la communication. Quoi d'autre? Ces certificats, dans l'exemple précédent, j'ai mis VeriSign, ça s'appelle des Certificate Authorities. C'est de grandes entreprises qui distribuent les certificats. Et c'est la base vraiment de la confiance. Donc moi, je fais confiance à mon navigateur. Si vous ne faites pas confiance à votre navigateur, n'utilisez pas Internet. Okay? Et puis, de suite, il y a le navigateur qui va faire confiance à ces Certificate Authorities. Okay? Si vous ne faites pas confiance à ces Certificate Authorities, allez à la banque personnellement, ne faites pas des transactions en ligne. D'accord? Et puis, ces certificats, ils ont des root certificates. Pourquoi on parle de root? Root, c'est un peu une racine. Moi, par exemple, je peux... mon serveur, il peut être certifié par une entité qui est intermédiaire, et cette entité intermédiaire, elle est certifiée par VeriSign. Donc, ça peut être une hiérarchie de certificats. C'est pour cela qu'il y a les root certificates. Et puis, ces root certificates, elles ne sont pas infinies, donc il n'y a pas une infinité de certificate authorities. Il y a ces root certificates, ils sont dans tous les browsers, dans tous les navigateurs, et les navigateurs vont vérifier pour chaque site web que je visite, ils vont vérifier s'il y a cette séquence de certificats, si c'est valide ou pas. Et puis, il y a les browsers qui imposent leurs propres règles sur ces Certificate Authorities. Donc, il y a Chrome, Safari, ils ont un consortium, ça s'appelle CA Forum. Ils font leurs propres règles que si VeriSign commence à tricher, il y a un mécanisme un peu suspicieux, voilà, on coupe la confiance avec VeriSign et ça ne sera plus un élément de confiance, ça coupera tout. Donc, keep in mind, gardez dans la tête que
Ici, c'est les browsers qui imposent leurs propres règles. Super. So far, so good, n'est-ce pas? Et puis, il y a les Quacks qui sont venus. Okay? C'est un joli acronyme. Je crois que j'ai mis l'acronyme, c'est Qualified Certificates, etc. Donc, des Qualified Certificates pour les... Ah, merci. Qualified Web Authentication Certificate. Et puis un S pour quelque chose. Ah oui, bon, c'est écrit ici. Et puis, c'est quoi l'historique des Quacks? En 2014, il y a IDAS, la loi sur les identités numériques. Ils ont introduit le concept des Quacks. Et puis, c'était entré en vigueur entre 2016 et 2018. Un point très fondamental dans cette histoire que je raconte ici, c'est que ce n'était pas obligatoire pour les navigateurs. C'est pour cela, le taux d'adoption, il était vraiment très, très bas. Il n'y a personne qui entend des Quacks. Okay? C'était quoi le but? C'était d'avoir un marché unique pour les services de confiance en Europe. Et puis pour que les business, pour que les entreprises peuvent avoir des identités, et puis les clients peuvent accéder à ces services dans tous les États membres de l'Union européenne. Donc un but très noble, très bien. Et puis en 2021, il y a un petit changement. Ils ont... Ah pardon, c'était en 2023, pardon, je me suis trompé ici. Il y a eu un petit changement. Ils ont forcé, ils ont inclus dans la loi IDAS que tous les navigateurs doivent implémenter les Quacks. Alors, voyons, c'est quoi les Quacks pratiquement? Donc, je vais faire la comparaison. Ça, c'est les Domain Verification Certificates. Ça, c'est les certificats dont j'ai parlé juste avant. Okay? Et je vais faire la comparaison avec les Quacks. Donc, c'est qui donne les certificats traditionnels, les Domain Verification Certificates? Ça, c'est les Certificate Authorities à la VeriSign. Après IDAS, ils ont imposé que de nouvelles entités qui s'appellent les Trust Service Providers ou bien des Qualified Trust Service Providers. Donc, c'est des fournisseurs de services de confiance qui sont accrédités selon certains critères et selon certains audits. Souvenez-vous, ici, il y avait tout un tas de règles qui sont imposées par les navigateurs. Donc ça, c'est une évolution depuis le début de l'Internet. On fait comme ça, on fait comme ça. Il y a tout un tas de règles, de standards à suivre. Et là, il y a une nouvelle liste de règles qui est légalement imposée. Les certificats traditionnels, ils disent que cette clé publique appartient à ce serveur. Point final. Avec les Quacks, ils disent un peu plus. Cette clé publique appartient à ce serveur, et puis c'est cette entité légale qui est derrière ce serveur. Donc ça, c'est le lien vers l'organe qui manage ce serveur. Donc il y a un lien supplémentaire avec les Quacks. Et puis, les browsers, comme on a dit, les navigateurs, ils font confiance à ces root certificates qui sont toutes les certification authorities. Chacune donne sa clé racine là. Avec les Quacks, c'est chaque État membre qui peut imposer, chaque État membre de l'Union européenne qui peut imposer sa clé, son root certificate. Très bien, last but not least, les règles du jeu ici, c'est défini par les browsers. Avec les Quacks, ce n'est pas les browsers, ils veulent s'imposer, donc c'est l'ETSI qui définit les règles du jeu. Bon, pourquoi pas? Ça a l'air une bonne évolution. Mais, avant de passer plus loin, c'est quoi le but de ces Quacks? Tout d'abord, quand on a un pays, une union aussi énorme que l'Union européenne, on ne va pas seulement se donner ou bien être dépendant des géants du web, n'est-ce pas? Donc, ils veulent affaiblir un tout petit peu la dominance des géants du web
pour s'imposer avec les règles de l'ETSI, un organe qui est européen, n'est-ce pas? Donc ils veulent affaiblir un tout petit peu la dominance des grands browsers, qui sont pratiquement pour Google, Apple et Microsoft. Et puis il y a aussi la question de la souveraineté. Donc c'est pas que si Google se fâche, il y a toute l'Union européenne qui est en panne, donc ça ne marche pas. Et puis il y a aussi des motifs financiers. Donc c'était estimé, c'était distribué aux parlementaires de l'Union européenne qu'en 2027, le marché des certificats, c'est 247 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose de considérable à ne pas négliger. Mais quand on parle de Quacks, on ne parle pas de plus de sécurité. Ou bien je me trompe, dites-moi que quelqu'un se lève la main. Donc, les motivations que j'ai vues dans la littérature, c'était ça. Je ne sais pas s'il y a plus de sécurité. Je vais donner mon opinion personnelle. Hein. En tant qu'autorité de certification, je pense que cette adoption par l'Europe des Quacks pour en effet la souveraineté et faire en sorte qu'on ne soit plus dépendant des browsers américains. Mais il n'y a pas que les browsers américains. On a la même problématique avec Adobe. Oui. Adobe a aussi une plateforme de signature électronique et Adobe a des règles pour accepter les autorités de certification pour identifier les signataires. Et en fait, c'est très bien, ils peuvent avoir chacun leurs règles. Je pense que ça peut être très intéressant, en tout cas nous, en tant qu'Européens, d'avoir des règles qui sont définies au niveau européen. Ces règles, en tout cas, elles vont être transparentes. Oui. Parce qu'une des problématiques qu'on a avec Adobe ou Google ou les browsers, c'est que la transparence, elle n'est pas là. On ne sait pas sur Adobe comment ils vont définir exactement l'acceptation de l'autorité de certification. Alors, il y a des règles qui existent en Europe, qui définissent différents niveaux de certification, le Qualified Certificate, le NCP, le LCP, le QCP, etc. Donc il y a différentes security policies qui permettent de valider comment on délivre correctement un certificat, comment on vérifie l'identité du signataire, personne physique ou personne morale. Donc ça c'est transparent, ça passe par des cabinets d'audit, on a des certifications, et donc il y a eu beaucoup de débats à un moment donné, notamment avec Adobe, pour faire en sorte qu'à partir du moment où une autorité est listée en tant que Qualified Certificate, on soit dans ce qu'on appelle une Trust List au niveau européen, qui est gérée pays par pays. Et en fait, à partir de ce moment-là, Adobe doit accepter directement cette autorité de certification dans sa liste. Et vous pouvez regarder, quand vous avez Adobe, vous avez un bouton pour mettre à jour les listes des autorités de certification, c'est mis automatiquement. Et ça veut dire également quelque part qu'il n'y a plus de monnaie à payer à Adobe, parce que pour être dans le magasin Adobe, faut payer. Pour être dans le magasin, comme il faut payer pour être dans les browsers. Alors après, il y a, là c'est plutôt une partie politique, économique. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut payer pour être dans le browser? Est-ce que c'est un protectionnisme et que l'Europe veut dire, à partir du moment où on a tel niveau de sécurité, le browser doit l'accepter? Donc je pense qu'il y a ce débat-là, et forcément, en tant qu'autorité de certification, on passe déjà beaucoup de temps et d'argent à être certifié au niveau européen. Une fois qu'on est certifié et qu'on a le niveau, on ne devrait pas avoir à payer encore autre chose pour pouvoir être adossé à un browser, etc. Donc ça va dans le bon sens, je pense. Bon, merci beaucoup, Étienne. Donc, ça c'était les motivations, mais il y a eu beaucoup de critiques pour les Quacks. Et les critiques venaient surtout de Mozilla Foundation. Mozilla, c'est la fondation qui est derrière Firefox, le célèbre navigateur. Il y a aussi les Electronic Frontiers Foundation, et puis il y a un groupe d'experts en sécurité, quelques 500 scientifiques, qui ont signé une open letter pour la Commission européenne pour les avertir contre ces Quacks. Je résume ici les points de vue qui étaient contre ces Quacks. Tout d'abord, c'est juste l'approche de mettre au dernier moment que ces Quacks deviennent obligatoires, dernier moment, et puis à clos, comment on dit en français, behind closed doors, que c'est en cachette, ils ont injecté, disons, cette obligation pour les navigateurs d'adopter les Quacks. C'était pas très accepté. Et puis, il y a un autre élément ici, c'est lié à ce fait-là. Vous vous souvenez ici que
Dans les certificats traditionnels, le certificat dit que ce serveur, c'est cette clé. Point final. Mais je ne sais pas qui est l'entreprise qui est derrière. Les Quacks, ils ont introduit ça. Donc, c'est que cette clé, c'est pour ce serveur et cette entreprise, c'est la Poste, par exemple, c'est la Poste qui manage ce serveur-là. La critique ici, c'est que dans la loi, ils disent que ça doit être affiché d'une manière qui est user-friendly. Et puis, les consortiums qui ont critiqué cette loi, ils disent que ça, c'était déjà utilisé dans le passé. À un certain moment, il y a les navigateurs qui affichaient dans le URL une barre qui était verte. C'est que, vous êtes bien sur ce serveur-là. Mais apparemment, il y a eu des attaques contre ça. Et puis, depuis, il y a les navigateurs qui ne l'affichent plus. Car, bon, si on continue comme ça va donner un fake, une fausse sensation de sécurité, car ça peut être affiché en vert que je suis bien avec ma banque, mais apparemment, ce n'est pas ma banque. Donc ça, c'était la deuxième critique. Les autres critiques sont liées surtout à ça. Ils disent que si c'est l'État qui impose ses propres règles, donc l'État va pouvoir, c'est n'importe quel État membre qui va pouvoir imposer son root certificate et il va pouvoir intercepter les communications de n'importe quel citoyen sans que ça soit visible. Donc ça, c'est les critiques des consortiums que j'ai cités. Bon, ça c'est un résumé de tout ce que j'ai lu à ce propos. Donc les conclusions, là c'était un City Magazine, c'est un journal en allemand. Ils disent que bon, le but de l'Union européenne, c'est de forcer les browsers à accepter un nouveau système qui corrige certaines fautes, mais il introduit de nouvelles fautes. Donc, par exemple, cette barre verte-là qui devient obligée de nouveau, on est passé dans cette expérience dans le passé et ça n'a pas marché. Donc, on va répéter la même chose. Et puis, bon, comme j'ai dit, les consortiums des browsers ou bien des scientifiques qui ont rejeté ça. Après toutes ces critiques, il y a eu des changements dans la loi. Mais le texte de la loi lui-même, il n'a pas changé. Ils ont changé seulement les récitals. Donc, c'est un peu light law, soft law. C'est pas obligatoire. Et ils disent que, oui, les browsers doivent imposer les règles qui sont de l'état de l'art, sachant qu'il y a la loi qui n'a pas changé. Et puis, une déclaration de la Commission européenne qui était mise dans l'appendix qui supporte aussi que les browsers doivent imposer des bons, disons, critères de sécurité. Mais, donc, il y a toujours cette vagueté. Dans la loi, elle est toujours intacte, mais il y a des améliorations dans les récitals et dans l'appendix seulement. Bon, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Ça, c'est mon email. Avec plaisir, on pourra discuter. On a encore 1 minute. On a encore 1 minute, effectivement. Donc, je vois que vous maîtrisez le temps parfaitement. Allez-y. Une question de 45 secondes. Alors, n'hésitez pas à noter effectivement les coordonnées de M. Ahad. Oui. Vous pourrez continuer l'échange juste après dans les couloirs du salon. Oui. Il est tout à fait disposé à prendre un café à quiconque souhaiterait prolonger l'échange. Oui, mais un café avec tout le monde, c'est pas un café avec chacun. Oui, sinon ça va être compliqué. Merci M. Ahad. Merci à vous pour votre audience très attentive. Merci encore et belle visite sur l'INCyberForum.